Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les titres de ce journal. Elle est l'une des maladies qui tue le plus sur la planète. Le cancer du foie est une tumeur silencieuse, difficile à détecter. Les facteurs de risque, manifestations et prévention à suivre à l'occasion de la Journée mondiale contre le cancer, célébrée ce 4 février. Avec la démographie galopante, privilégier la planification familiale pour contrôler les naissances devient un enjeu important. Malheureusement, c'est encore un sujet tabou dans certaines sociétés africaines. Et puis la lutte contre le chômage passe par la formation professionnelle, une formation qui offre des qualifications dans un domaine bien précis. Un spécialiste nous en dira un peu plus. Merci de votre fidélité. Ce 4 février, c'est la journée internationale de la fraternité humaine. L'Assemblée générale des Nations unies explique cette journée par l'existence d'actes qui incitent à la haine religieuse et qui menacent ainsi l'esprit de tolérance et le respect de la diversité. À l'heure où le monde affronte la crise sans précédent provoquée par la pandémie de maladie à coronavirus, les États appellent à une action mondiale fondée sur l'unité, la solidarité et le renouvellement de la coopération multilatérale. L'Assemblée se dit consciente que la tolérance, le pluralisme, le respect mutuel et la diversité des religions et des convictions font prospérer la fraternité humaine. L'épidémie mondiale de cancer est considérable et appelée à s'accroître davantage. Ce 4 février, la communauté internationale célèbre aussi la Journée mondiale contre le cancer. À l'occasion, nous vous emmenons à la découverte du cancer du foie, qui est l'une des maladies qui tue le plus sur la planète. Durant l'année 2020, l'OMS estime à 830 000 le nombre de décès enregistrés dans le monde, ce qui en fait une pathologie silencieuse puisqu'elle est généralement diagnostiquée tardivement en raison de l'absence de symptômes. Le cancer du foie, facteur de risque, manifestation et prévention, c'est dans cet élément réalisé par Abibat Pio, Yves Agoropessi et Ulvaeus Balogun. C'est l'un des organes vitaux de l'organisme humain qui possède de nombreuses fonctions. Le foie, il fabrique la bile, filtre le sang, stocke le glucose et produit des substances indispensables au maintien de l'équilibre. Mais quand ces cellules sont attaquées, on parle du cancer du foie. Il y a ce que nous appelons les cancers qui sont secondaires du foie, c'est-à-dire le cancer est né ailleurs et ça a évolué vers le foie. Là, c'est les cancers secondaires du foie. Il y a les cancers primitifs du foie, les cancers qui sont nés vraiment au niveau du foie directement. Et ils sont deux principalement. Vous avez ce qu'on appelle le cholangiocarcinome, qui est un cancer des voies biliaires. Et vous avez le carcinome hépatocellulaire, qui est le plus fréquent. Souvent asymptomatique, le cancer du foie est très difficile à reconnaître, ce qui entraîne un risque de diagnostic tardif. Et ça se manifeste au niveau du foie par une foie qui, d'abord, sur son fonctionnement, devient défaillant. La personne peut maigrir, puis avoir un amaigrissement lié à la maladie ou parce que le foie ne produit plus assez bien les protéines. Et au niveau de la fonction de la bile, cela ne marche plus bien, le sujet devient ictérique. Il y a assez de fonctions du foie qui deviennent défaillantes, première chose. Sur le plan de la douleur, la personne peut avoir une douleur au niveau de ce qu'on appelle l'hypocondre droit, légèrement à droite, en dessous du thorax. Et en dehors de ça, le foie est souvent cliniquement gros et dur. Le cancer du foie se développe le plus souvent chez des personnes qui ont une consommation d'alcool excessive ou des sujets atteints des virus de l'hépatite chronique B ou C. L'excès de graisse, l'âge ou le tabagisme ainsi que certaines maladies rares sont également des facteurs pouvant favoriser la survenue d'un cancer du foie. Heureusement, il existe différentes méthodes de traitement. Lorsque c'est vu très très tôt, il y a la chirurgie qui peut être faite, il y a ce qu'on appelle la chimio-embolisation qui peut être faite. Mais lorsque c'est assez évolué, on fait ce qu'on appelle une chimiothérapie palliative avec des molécules qui existent
ou lorsque le malade, son état ne permet pas de le faire, on est obligé de faire simplement ce qu'on appelle des soins palliatifs. Mais le plus important dans le foie, dans les atteintes du foie, c'est surtout la prévention. Surveiller sa consommation d'alcool, éviter de fumer et consommer des fruits et légumes frais restent les meilleures préventions pour réduire les facteurs de risque. Pour une croissance économique soutenue, l'un des axes préconisés par les objectifs de développement durable, c'est la maîtrise de la démographie. Une maîtrise qui passe par la planification familiale. Au Bénin, le problème de contrôle de naissance se pose avec acuité. Référence faite ainsi à certains indicateurs. Alessandra Diotan pour plus d'explications. Les naissances rapprochées, la prévalence de mortalité maternelle et infantile, les grossesses précoces et les avortements clandestins. Ce sont là autant d'aspects qui assombrissent la carte sanitaire du Bénin. Ceci avec un impact direct sur le développement. La principale panacée se trouve dans l'organisation et le contrôle des naissances. En un mot, la planification familiale qui passe par l'adoption de méthodes contraceptives. En la matière, les statistiques sont loin d'être satisfaisantes. Le nombre de femmes ayant adopté sur le nombre de femmes en âge de procréer, ça fait 12,4%. Vous savez, quand on va dans les coins les plus reculés, il y a certaines communautés qui n'ont pas l'information. Il faut leur donner la bonne information. Les hommes pensent que laisser leurs femmes se faire offrir une méthode, c'est ouvrir une porte à la dépravation. Il y a certains hommes qui pensent que c'est ça. Donc, ils s'opposent. Autre, ça, c'est les barrières socio-culturelles. Il y a certaines religions qui s'opposent à la planification familiale. Au sein de l'islam, une des religions prédominantes au Bénin, la perception de la chose ne souffre d'aucune ambiguïté. Dans notre religion, plus particulièrement l'islam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a plaidé pour la planification familiale. Parce qu'à son temps, il y avait un de ses fidèles qui est venu le voir que voilà, après l'accouchement, ma femme est encore tombée en grossesse. Alors le prophète a dit de faire ce qu'il appelait en arabe azl, qui est le coït interrompu. Donc c'était notre argument suprême pour amener les fidèles à adopter une méthode de planification familiale. Au sein de la plateforme nationale des structures religieuses engagées pour la promotion de la santé au Bénin, les leaders religieux militent pour l'adoption par la masse des méthodes dites de contraception. Aux côtés de ces leaders religieux, de jeunes ambassadeurs travaillent pour la même cause, et c'est à juste titre. Quand on regarde la structuration par âge de nos pays en Afrique de l'Ouest et particulièrement le Bénin, on a une population à charge plus forte que la population active. Et donc, il y a un besoin de restructurer cette configuration aujourd'hui. D'où l'intérêt de la planification familiale. Parce qu'en plus des ménages, on a aussi une forte proportion de jeunes qui contribuent aux naissances annuelles que nous avons au niveau du pays. Les jeunes n'ont pas toujours les bonnes informations. Ils veulent éviter les grossesses non désirées, ils veulent éviter les IST, mais parfois ils ne savent même pas qu'il y a des méthodes modernes qui s'offrent à eux. Certains le savent, mais le craignent, et d'autres n'ont pas forcément les moyens de s'offrir ces méthodes. Il existe aujourd'hui une gamme variée de méthodes contraceptives, allant des méthodes barrières à celles hormonales. Le besoin non satisfait en matière de contraception est aujourd'hui de 36% au Bénin. La disponibilité des produits contraceptifs, leur coût et la disponibilité de centres agréés dans chaque ville ou quartier sont autant de facteurs sur lesquels il urge d'agir. Vous le savez certainement, se faire former vous permet d'acquérir des connaissances dans plusieurs domaines, mais la formation professionnelle offre des qualifications dans un domaine bien précis, ce qui oblige les demandeurs d'emploi à être plus compétitifs sur le marché de l'emploi pour répondre aux exigences des recruteurs. Mais la formation professionnelle est-elle donc une solution contre le chômage? Suivez cet élément pour mieux comprendre. La formation générale, c'est qu'elle est générale et au bout du compte, vous n'êtes pas en mesure de dire voici ce que j'ai appris et voici ce que je peux faire. Mais la formation professionnelle,
elle est spécifique. Voici ce que j'ai appris et ça me permet de faire ça, de faire ça, de faire ça. Parce que tout est question d'objectif professionnel. Qu'est-ce que vous voulez? Quel est votre objectif? Vous voulez aller où? Vous voulez faire quoi? C'est une question de motivation. Il y a des gens qui décident d'aller dans la recherche. Ils savent pourquoi et c'est parce qu'ils en ont la passion, la motivation. Donc, la question c'est que lorsque vous faites une formation professionnelle, dans 99% des cas, vous avez un savoir-faire. Et c'est grâce au savoir-faire qu'on peut travailler pour son propre compte ou pour le compte d'autrui. Aujourd'hui, lorsque vous embrassez une formation professionnelle, la probabilité pour que vous ne chômiez pas, elle est très forte. Comparé à la formation d'ordre généraliste. Parce que le marché est comment? Lorsque tu cherches du travail, on va te poser une question. Qu'est-ce que tu veux faire? Et ce que tu veux faire, est-ce que tu sais le faire? Est-ce que tu en as les savoir-faire? Toute la question est là. Aujourd'hui, ce que vous avez appris, il faut être en mesure de bien le faire. Parce que vous n'êtes pas le seul sur le marché. Bien le faire, soit pour ton propre compte, alors tu es dans l'auto-emploi, l'emploi indépendant, ou pour le compte d'autrui, et c'est parce que tu sais bien le faire qu'il va te payer un salaire. Suivons à présent la nation en bref avec Patrick Adjagbodjo. Nouveau prix des produits pétroliers pour le mois de février 2022. Les prix sont en hausse comparativement aux anciens prix de cession. L'essence sera vendue à la station au prix de 545 francs CFA le litre, contre 520 francs au mois de janvier. Le kilogramme du gaz domestique connaît une hausse de 60 francs et sera cédé à 680 francs CFA. Le prix du gasoil enregistre une augmentation de 25 francs CFA. Conséquence, le litre de gasoil sera vendu à 550 francs CFA. Le prix du litre de pétrole passe de 530 francs CFA à 605 francs CFA. Et face à la hausse des prix de certains produits agricoles sur le marché, le gouvernement béninois tasse les produits agricoles à l'exportation. Au cours du Conseil des ministres du mercredi 2 février 2022, les gouvernants ont marqué leur accord pour l'instauration de redevances à l'exportation sur certains produits et l'interdiction de la sortie des intrants agricoles hors du territoire national. Dans la liste des produits concernés figurent le soja, le cajou, le manioc transformé ou non, le karité, le riz paddy, l'iam tubercule écossais et les noix de cajou. Dans le même registre, le gouvernement a institué une redevance supplémentaire de sécurisation des exportations par voie terrestre. Pour le gouvernement, la hausse des prix des produits de première nécessité est due à la forte demande de consommation des pays voisins. Cette situation est perceptible depuis la première moitié du second semestre 2020 au Bénin. Le Bénin sera à l'affiche d'ici 2026 comme une destination touristique majeure du continent et du monde. Telle est l'ambition exprimée par le gouvernement à travers une panoplie de projets et réformes pour le compte du second quinquennat de Patrice Talon, sur un portefeuille de projets estimé à plus de 12 milliards de francs CFA sur la période 2021-2026. 608 milliards de francs CFA seront injectés dans les secteurs du tourisme, de la culture et des arts. Au titre des projets, il y a la construction du musée de l'épopée des Amazones et des rois du Dahomey, l'aménagement d'une station balnéaire d'exception à Avlekété, la construction du musée Vodou-Orisha à Porto-Novo, la réhabilitation des infrastructures touristiques à Alada et l'aménagement de la route des couvents Vodou-Orisha, ainsi que la construction du nouveau palais du roi de Niki et de la reine de la Gani. À cette liste, il faut ajouter la réinvention de la cité lacustre de Ganvier, la reconstruction à l'identique de la cité historique de Ouida, d'un complexe touristique marina près de la porte du non-retour à Diagbadi à Ouida, et l'aménagement et la protection des côtes béninoises.
Hors du Bénin, le gouvernement ivoirien annonce la construction d'une académie de lutte contre la corruption. Le pays a perdu en 2019 plus de 2,4 milliards de dollars, soit 64% du service de sa dette du fait de la corruption. Cette académie sera bâtie à Yamoussoukro. De plus, le gouvernement prévoit la construction de 3 directions régionales de lutte contre la corruption à Yamoussoukro, San Pedro et Korogo. La date de livraison et le coût de ces structures n'ont pas été annoncés. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'encadrement des activités de lutte contre la corruption dans le pays. L'objectif des autorités ivoiriennes à travers ces investissements est d'atteindre un score de 50% d'ici 2025 dans l'indice de la perception de corruption de Transparency International. Et ce sera tout pour ce journal que vous pouvez suivre également sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes.